Bonjour et bienvenue à Rencontre. Je suis en ce moment à Kunming, dans la province du Yunnan, et derrière moi, il y a le pavillon qui a accueilli la première partie de la COP 15, la 15e conférence des parties sur la protection de la biodiversité des Nations Unies. J'ai pu rencontrer à cette occasion Marc Hübsch, l'ambassadeur du Luxembourg en Chine, qui a exprimé son point de vue sur la biodiversité. Écoutons-le. Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci de nous avoir accordé cette interview. Et nous avons bien vu là depuis 10 ans au niveau de la convention de la conférence d'Aichi au Japon, les objectifs n'ont pas été complètement atteints, voire il y en a qui n'ont même pas été atteints du tout. Et donc je voulais savoir quelles sont vos attentes pour cette édition de COP15 et dans quel domaine souhaiterez-vous avoir des avancées? Je pense que tout d'abord, et nous avons entendu beaucoup d'appels à la solidarité, à la coopération internationale, et c'est très important. D'un autre côté, je voudrais formuler ce besoin ou cette nécessité d'une autre manière, en disant que je crois que en ce moment, il devrait être évident pour chacun d'entre nous que les coûts liés à une non-coopération dans le domaine de la biodiversité, ces coûts seront tellement exorbitants que l'option d'une non-coopération n'est pas une option viable. Donc il faut que nous coopérons. Maintenant, adopter la déclaration, adopter et établir le cadre post-2020 me semble être une première étape décisive, mais si on regarde les négociations sur le changement climatique, il faudra aussi, je dirais, compléter cet accord cadre, pour l'appeler ainsi, par des mesures d'évaluation, de monitoring. Il faudra payer une attention supplémentaire aux mesures de contrôle, mais aussi à la participation, à la communication. Ce sont là aussi des aspects très importants qui devront compléter cet accord post-2020. Et je crois que pour justement dresser un parallèle aux négociations sur le changement climatique, dans ce cadre-là, nous avons un critère bien défini, très clair pour tout le monde, à savoir le seuil de température, d'accroissement de température maximale que nous devrons respecter. Et il se pose dès lors la question si, pour le volet de la biodiversité, il ne nous faudrait pas également une sorte de critère très visible, très clair, par exemple le nombre d'espèces qui disparaissent pendant un certain laps de temps, juste pour faire très clair que les défis auxquels nous faisons face, nous tous ensemble, il est effectivement décisif et nous devons coopérer afin de dégager les solutions qui s'imposent dans ce contexte. Alors, comment évaluez-vous les efforts de la Chine dans la protection et la préservation de la biodiversité depuis ces années? Je dois dire que j'ai le grand privilège, pour ainsi dire, de pouvoir voyager beaucoup à l'intérieur de la Chine, ce qui me fait découvrir beaucoup de provinces, ce qui me fait découvrir la richesse de la biodiversité en Chine, à l'intérieur des provinces comme entre les provinces. Je vous donne un exemple. Il y a tout juste 3 semaines, je me suis rendu en Mongolie intérieure pour regarder les efforts qui y ont été déployés en termes de contrôle de la désertification. Et ce que j'ai regardé et constaté lors de mon séjour là-bas, c'est qu'effectivement, ce qui fait la différence, c'est d'avoir et d'appliquer une approche holistique. À savoir, il faut d'un côté, pour rester sur cet exemple précis, il faudra planter des milliers et des milliers d'arbres et d'arbustes, mais cela veut dire aussi qu'on offre de nouveaux emplois justement
à la population rurale, ce qui est un autre aspect très important de cette approche que je viens de qualifier de holistique. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Depuis mon arrivée ici en Chine, il y a déjà un certain temps, j'ai définitivement l'impression que la Chine attache une très grande importance à la réalisation justement des objectifs en relation avec la protection de l'environnement, en relation avec justement la protection de la diversité, de la biodiversité. Il y a d'autres exemples qui s'offrent dans ce contexte. On pense directement aux pandas. Disons, la population s'est accrue de façon considérable au cours des dernières années, mais il y a encore beaucoup d'autres exemples, peut-être beaucoup moins visibles, mais tout aussi importants. Et comment voyez-vous les perspectives de coopération entre le Luxembourg et la Chine dans le domaine de la biodiversité? Quels sont vos espoirs? Quels sont peut-être les futurs projets à venir? Tout d'abord, et je viens de le dire au début, je crois que la biodiversité, la protection de la biodiversité, ce n'est pas justement une action bilatérale, mais c'est une coopération qui s'impose au niveau global. Ceci étant dit, il faudra évidemment aussi regarder quelles sont les perspectives, quelles sont les voies de développement communes entre la Chine et le Luxembourg à cet égard. Et à mon avis, un volet très important et sur lequel nous avons déjà réussi des succès que je qualifierais d'assez importants, c'est la finance verte. Parce que si nous n'arrivons pas à une situation où, je dirais, les bénéfices de la globalisation, les bénéfices économiques, les bénéfices des échanges, si tous ces bénéfices économiques ne sont pas partagés d'une manière, je dirais, équitable, nous risquerons d'avoir ou de préparer une prochaine crise à une envergure qui est très très grande. Et donc, à cet égard, la finance verte, la prise en considération d'aspects écologiques, sociaux et de gouvernance des entreprises, ce sont tous des domaines qui doivent rentrer dans cette, disons, équation mondiale dont le résultat sera, espérons-le, une meilleure protection de la biodiversité. Mais comment ça marche concrètement, cette finance verte que vous avez mentionnée? Je vous donne un exemple très concret. Au Luxembourg, nous avons créé, il y a tout juste 5 années, nous avons créé au sein de la bourse au Luxembourg une bourse spécifique dédiée aux valeurs vertes, aux obligations vertes, aux actions vertes. Et au cours des 5 dernières années, il se fait que cette bourse a rencontré un très grand succès auprès tout d'abord des grandes banques chinoises qui ont émis des obligations vertes en les listant sur la bourse verte au Luxembourg. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a aussi un intérêt croissant de la part notamment des gouvernements au niveau des provinces qui évidemment sont tous intéressés à encourager le développement économique de leur province en réalisant des projets concrets qui contribuent à ces objectifs et l'idée s'impose justement de regarder ce qui se passe à la bourse verte du Luxembourg, saisir ces opportunités pour faire lister les obligations vertes destinées au financement de ces projets aussi à la bourse verte du Luxembourg. Et de cette manière, les investisseurs internationaux auront
également accès à ces perspectives d'investissement. Et je crois que dans cette perspective, le Luxembourg peut effectivement, et il le fait déjà, jouer un rôle de pont entre, d'un côté, les investisseurs en Europe ou partout dans le monde, et d'autre côté, les gouvernements, les banques chinoises qui veulent réaliser des projets dans le cadre de cette économie verte. Mais c'est sur l'initiative du Luxembourg. En fait, c'est une initiative où les deux côtés se rencontrent, je dirais, et se joignent au milieu, dans ce sens que nous offrons la plateforme, mais une plateforme sans valeur concrète, donc obligation verte, action, n'a pas trop de valeur. Et d'un autre côté, si on a les obligations vertes, mais on n'a pas la plateforme adéquate pour les faire connaître à un public d'investisseurs international, on est aussi limité dans ses moyens. Et c'est dans ce sens que je dis que les deux parties se rencontrent et réaliseront des bénéfices mutuels. Et aujourd'hui, 20 ans, voire plus, après une vingtaine d'années après cette première convention de COP sur la protection de la biodiversité, aujourd'hui, selon vous, quels sont les plus grands défis que font face l'humanité aujourd'hui et comment est-ce que vous envisagez s'il y a des pistes à déplorer, à déployer pour résoudre ces problèmes, ces défis, pour faire face à ce genre de challenge à l'international? Je crois qu'un défi les plus importants qui se pose en ce moment, c'est que nous continuons avec une dégradation importante de notre biosphère. Le nombre d'espèces qui disparaissent chaque jour, chaque année est impressionnant, malheureusement. Et parmi ces espèces, il y en a beaucoup, une multitude que nous ne connaissons même pas, mais nous sommes en train de les détruire, une fois pour toutes. Ils ne reviendront plus. Et donc, je trouve que c'est justement ça le défi le plus important, à savoir que nous sommes en train de détruire et de continuer à détruire les bases non seulement de nos richesses, mais aussi les bases de notre bien-être. Bien-être en termes de santé, bien-être évidemment aussi en termes économiques. En ce qui concerne les perspectives pour les générations à venir, et c'est là un aspect, une dimension qui m'est très proche du cœur, parce que nous avons une petite fille et j'espère en tout cas que dans un avenir plus lointain, elle pourrait peut-être raconter à ses propres enfants qu'elle était en Chine lorsque, en octobre 2021, le monde entier s'est réuni ici à Kunming pour justement tomber d'accord sur une meilleure perspective, sur non seulement l'arrêt de la dégradation de la biodiversité, mais aussi de réussir à inverser la tendance. C'est mon souhait très personnel. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une bonne conférence, bonne réunion pour les 3 jours à venir. Merci beaucoup. Merci. La première partie de la COP15 à Kunming dans la province du Yunnan se termine et avant la reprise de la deuxième partie fin avril à début mai, nous nous sommes adressés aux personnes qui en Chine travaillent dans l'écologie et la reforestation, comme ce Suisse du secteur de l'agroforesterie en Chine. Joël Baumgartner est coordinateur pour la section d'Asie de l'Est pour Pure Projet. Je l'ai rencontré dans le Yunnan où il vit depuis 12 ans. Nous l'écoutons. Bonjour Joël, et merci de nous accorder cet entretien.
Alors, c'est en 2000 que tu es arrivé en Chine pour la première fois et aujourd'hui, tu te trouves à Kunming, dans la province du Yunnan, en Chine, dans le sud-ouest de la Chine. Et tu travailles en ce moment dans l'industrie agroforestière. Pourrais-tu nous présenter un peu plus sur ton activité dans ce domaine? Moi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Pure Projet. Pure Projet, c'est une entreprise dont le siège est basé à Paris. Donc on a ici, moi je travaille j'ai créé même l'antenne chinoise qui est ici à Kunming. Kunming parce qu'on a plusieurs projets dans la province. Nos activités dans l'Yunnan, je dirais, sont de trois types. Principalement, on a des projets d'insetting et d'agroforesterie, c'est-à-dire l'idée c'est de faire la compensation carbone sur les filières de nos clients. Typiquement, on a un client qui fait du café, et on va planter des arbres sur la filière, sur les parcelles de café, ce qui permettra de compenser le carbone, qui permettra de réduire l'érosion des sols, ce qui permettra aussi d'améliorer la qualité du café parce que le café est une culture qui aime l'ombrage. Voilà, ça c'est la première chose. Notre deuxième activité, c'est de travailler sur les filières. Donc on a remarqué qu'il y a un énorme problème de compréhension de leurs filières de la part des entreprises occidentales. Tout est internationalisé. Les filières sont très complexes avec beaucoup d'acteurs. Donc on aide nos clients. Donc la plupart ça peut être des compagnies de mode, des compagnies de cosmétiques, ça peut être des compagnies alimentaires, l'industrie alimentaire, à mieux comprendre leur filière, où ces produits, comment c'est transformé, par qui, et vraiment dans une démarche assez ouverte et transparente avec les producteurs eux-mêmes, de les faire se rencontrer et d'échanger. Finalement, troisièmement, on a des activités d'audit en entreprise, en industrie, sur lesquels en fait on va dans des usines, on va faire des audits sociaux et environnementaux, d'impact social et environnemental, évaluer l'impact social et environnemental de ces usines, et on les aide aussi à s'améliorer. Et d'autre part, on aide les commanditaires, donc nos clients, à mieux comprendre comment c'est produit. Et pourquoi l'utilité de t'installer à Kunming? Parce que souvent quand on parle de travailler en Chine, souvent quand on parle même investir en Chine, on pense souvent à Shanghai, à Beijing, à Guangzhou, à ces villes qui ont quand même beaucoup d'importance en matière économique en Chine. Et pourquoi cette fois-ci Kunming, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine? Alors il y a un terme en chinois qui convient bien, je pense que beaucoup de personnes le connaissent, c'est Yuanfen. Yuanfen, c'est en même temps un peu le destin, mais la chance, vraiment c'est une sorte de chance quoi. En 2008, c'était les Jeux Olympiques de Pékin, et j'ai reçu à ce moment une bourse de l'Institut Confucius. Comme je n'aimais pas trop la chaleur, j'ai décidé d'aller à Kunming. Qui est en chinois, c'est Sidi Zhuchun, la cité du printemps éternel, principalement pour son climat, et j'ai aimé et je suis resté. Donc ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis à Kunming et que j'ai pas quitté. Comment est-ce que tu vois ton projet? Parce que souvent ce genre de projet, surtout la reforestation et la plantation des arbres, souvent c'est organisé en Chine par le gouvernement ou par les mairies locales. Et comment est-ce qu'on peut se différencier à partir du moment où vous êtes une entreprise basée en Chine, dans votre travail au quotidien, comment est-ce que vous allez vous différencier des projets à grande échelle menés par le gouvernement? Voilà, tu as mentionné grande échelle, c'est vraiment la différence entre nos projets et les projets gouvernementaux. Le gouvernement en Chine, ces dernières années, depuis le début des années 2000, je dirais, fin des années 90, début des années 2000, a énormément promu la plantation d'arbres. Seulement, c'est des projets d'énorme ampleur, souvent sur des surfaces gigantesques qui impactent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fermiers et de personnes en général. Et ce qui implique d'avoir une certaine uniformisation, une certaine standardisation. Donc typiquement, on va
promouvoir 1, 2, 3 essences d'arbres sur toute une grande surface, peut-être un petit peu plus, pour pouvoir couvrir de grandes surfaces. Nous, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus... c'est beaucoup plus petit en taille, c'est beaucoup plus spécifique, par exemple une filière, un type de culture, et donc on va essayer le plus souvent de faire un design du projet par parcelle. Par exemple, on a des fermiers qui plantent des herbes médicinales chinoises. Les herbes médicinales chinoises, certaines en tout cas, doivent être cultivées sous ombrage. Donc il faut un couvert ombré. Pour avoir le couvert ombré, alors soit c'est quelque chose d'artificiel, soit on met des arbres. Donc nous, ce qu'on va faire, on va planter des arbres, on va faire le design de la parcelle, en sachant que d'ici que le fermier plante des herbes médicinales, par exemple le Paris polyphylla, qui est une essence, qui est une herbe médicinale qui a besoin d'ombrage, donc on sait que le fermier plante cette essence, et sur la parcelle, on va planter un certain nombre d'arbres, typiquement avec une forme parasol, avec un ombrage. On va essayer de trouver l'ombrage qui va être adéquat, pas un ombrage trop dense parce qu'à ce moment il n'y aura plus de lumière, ça va impacter donc la croissance de la plante. Un ombrage assez diffus, en éloignant quand même suffisamment les arbres pour avoir quand même suffisamment de place entre différentes rangées d'arbres pour la culture, en choisissant les espèces qui peuvent avoir un intérêt écosystémique sur la parcelle. Typiquement, on aime beaucoup les arbres fixateurs d'azote, donc les essences fixatrices d'azote, les légumineuses par exemple, certains acacias, certaines l'Alnus nepalensis, etc., qui vont fixer l'azote, prendre l'azote dans l'air et le redistribuer dans la terre grâce à des petits nodules, et donc améliorer la fertilité des sols. D'accord. Et quelle est la plus grande difficulté dans la plus grande difficulté dans ton travail au quotidien? Je pense que c'est la notion du temps. Quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui, tout va vite. Tout va vite et vraiment trop vite souvent. Typiquement, une entreprise, elle fait une commande, elle veut qu'on lui donne son produit d'ici 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Ça peut valoir pour l'agroalimentaire comme pour d'autres choses. Les fermiers, ils n'ont pas beaucoup de ressources non plus, ils désirent avoir un revenu de leur culture d'ici quelques mois, au maximum 1 an ou 2 ans. Mais le problème, c'est que voilà, quand on fait de l'agriculture et quand on fait aussi de l'agroforesterie, ce qui implique foresterie, la forêt et les arbres, c'est des périodes beaucoup plus longues. Quand on plante un arbre, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50, 100 ans, plusieurs centaines d'années. On sait qu'un arbre peut vivre des centaines d'années. Typiquement, après 5 ans, un arbre va porter ses fruits. Peut-être 4, peut-être 3 selon les essences, selon le type de fruits, mais rarement avant. Et il atteint son maximum après 7, 8, peut-être 10 ans. Les bénéfices de l'arbre, on va vraiment les sentir souvent après 10 ans, après 15 ans. Quand on plante des arbres pour avoir une haie, pour qu'elle soit vraiment brise-vent, après 10 ans seulement on a un impact. Et vous avez combien de projets en ce moment comme ça à Yunnan, dans la province du Yunnan? On a 3 projets principalement, un 4e en développement. Et où en sont ces projets? Par exemple, notre projet Joroton dans le nord du Yunnan, on plante en moyenne une centaine de milliers d'arbres par an, 100 000 arbres par an, avec quelques centaines de fermiers, jusqu'à 1000 fermiers dans l'année.
Donc chaque fermier va planter quelques centaines d'arbres, peut-être 1000 et quelques arbres dans l'année, ce qui est un gros effort. On compte environ 50 arbres par mot, c'est une unité de surface chinoise. Donc bon, si on plante 100 000 arbres, on va planter 2000 mous dans l'année. Et quels sont les genres d'arbres plantés? On a une grande diversité d'arbres. Par exemple, sur le projet Jorton, on essaie d'avoir vraiment de diversifier autant que possible. On a d'une part des fruitiers. Alors, les fruitiers, on va avoir peut-être une petite dizaine d'espèces. On ne va pas augmenter, on ne va pas avoir trop d'essence de fruitiers parce qu'il faut limiter quand même le marché. Il faut s'adapter au marché. Donc, on va avoir peut-être une dizaine d'espèces avec des pêchers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, etc. Des choses assez communes. Et en plus de ceci, donc ça va permettre aux fermiers d'être intéressés aussi par le projet parce qu'ils vont avoir un revenu supplémentaire. Et en plus de ça... Et ça sera combien justement par rapport à leur salaire au quotidien? Parce que j'imagine s'ils s'engagent dans le programme, ils vont devoir, eux, de leur côté, est-ce qu'ils abandonnent complètement leur travail ou comment est-ce que ça va s'organiser? En fait, l'idée, c'est simplement de savoir ton projet dans tous les endroits dans la province du Yunnan, est-ce que c'est compatible avec la vie quotidienne avec ces fermiers? Et est-ce qu'ils travaillent à temps plein pour ton projet ou c'est à côté? Comment est-ce que ton projet a eu un impact dans leur vie quotidienne? Alors, je finis juste sur la question des essences, oui. Juste pour dire que, outre les essences de fruitiers, on va planter beaucoup d'essences. En Chine, on appelle les essences environnementales. Donc, ça va être des conifères donc et des feuillus. Et on va proposer environ 30 ou plus de 30 espèces supplémentaires. Donc, au total, on a une bonne quarantaine d'espèces, dont des légumineuses, donc pour fixer l'azote, dont des grands feuillus qui ont vraiment une valeur patrimoniale comme le chêne, etc. En ce qui concerne l'impact sur les fermiers, on sait qu'en Chine, il y a un énorme exode rural. Donc on a certains de nos coopératives, dans beaucoup des villages dans lesquels on travaille, on a 50, 60, 70% des fermiers, principalement de la main-d'œuvre jeune entre 20 et 40 ans, qui est partie à la ville. Et donc, ça les intéresse beaucoup d'avoir un revenu également des vergers, donc des arbres fruitiers, parce que ça demande moins d'entretien que l'agriculture. Souvent, on a les anciens, donc les parents, les grands-parents qui restent dans leur village, et ça leur demande moins d'efforts de s'occuper d'arbres fruitiers que de s'occuper d'agriculture. Donc en fait, de faire d'agroforesterie, ça permet d'avoir les deux. Donc ils conservent quand même un minimum de culture sur leurs parcelles, et en plus des parcelles, agricoles, des cultures, en bordure ou en intercalaire, mais avec certaines distances, on va avoir des arbres fruitiers qui vont leur apporter un revenu supplémentaire. Ok. Et comment vois-tu les efforts de la Chine dans la protection de la biodiversité depuis 20 ans? Je pense, alors en termes d'impact, je pense que la Chine a fait un énorme effort, typiquement de protection des forêts, de replantation, parce qu'effectivement il y a eu une longue période de déforestation qui a beaucoup impacté le monde rural en Chine. Et aujourd'hui, depuis le début des années 2000, c'est des campagnes d'afforestation, reforestation gigantesques. Qui dit forêt dit augmentation de la biodiversité. Donc augmentation plus de refuges pour que ce soit les vertébrés, les invertébrés, les nématodes, tous les micro-organismes. Ça engendre obligatoirement une augmentation de la biodiversité. Merci Joël pour cette interview. Mais c'est un grand plaisir pour moi.